Bonjour à tous, voilà c'est parti, en route pour 785 km de Normandie jusqu'en Savoie. Bien sûr, je ne vais pas filmer le trajet car quel serait l'intérêt de vous montrer près de 800 km de bitume? Car en effet notre trajet va s'effectuer quasi exclusivement sur autoroute, hormis 11 km au départ et 12 km à l'arrivée. Mais nous allons avoir l'occasion de traverser plusieurs régions. Donc, je vais plutôt vous parler de ces régions et des principales villes ou sites importants sur le trajet ou à proximité. Avant toute chose, nous partons pendant une période de vacances scolaires, période pendant laquelle mes deux petits-enfants peuvent profiter du ski. Pour information, depuis les années 60, en France, les vacances scolaires sont réparties en 3 zones pour des raisons pratiques et économiques, comme en Allemagne et aux Pays-Bas par exemple. La répartition étale la période des vacances d'hiver et de printemps sur 4 semaines au lieu de 2 et permet ainsi aux stations de ski, aux hôtels et autres sites touristiques d'accueillir tout le monde tout en limitant l'engorgement du trafic routier. En revanche, les vacances d'été, de Toussaint et de Noël se déroulent sur la même période pour chaque zone. Revenons maintenant à notre voyage. Donc la première étape, c'est le départ de Normandie, direction Paris, par l'autoroute A13. Nous quittons la région de Rouen, qui sera l'occasion à elle seule d'une vidéo pour vous la faire découvrir. C'est la capitale historique de l'ancien duché de Normandie. Rouen est la 6e ville française comptant le plus de monuments historiques après Paris, Bordeaux, La Rochelle, Nancy et Lyon. Et je vous assure, elle vaut le déplacement. Parmi les incontournables, nous retrouvons sa cathédrale Notre-Dame, la plus haute cathédrale de France où reposent Roland et Guillaume Ier, premier duc de Normandie, et mes ancêtres par la même occasion. Ensuite, le Gros Horloge, qui est l'un des plus anciens mécanismes d'horlogerie d'Europe et qui est toujours fonctionnel. Et la rue du Gros Horloge, qui fut la première rue piétonne en France en 1972. Et depuis, beaucoup de villes ont suivi cet exemple. La place du Vieux Marché, ses maisons à colombage et la cathédrale Jeanne d'Arc, construite à l'endroit où a été brûlée Jeanne d'Arc en 1431. Une croix a été dressée à côté de l'emplacement du bûcher, comme il avait été stipulé lors du procès d'annulation dit de réhabilitation en 1456. Le palais de justice, autre monument emblématique de Rouen du XVIe siècle, ancien échiquier, puis Parlement de Normandie et palais de justice depuis la Révolution française. L'abbatiale Saint-Ouen et ses jardins, devenus aujourd'hui les jardins de l'hôtel de ville, et bien sûr toutes les rues avec leurs maisons à colombage. La Normandie compte de nombreuses abbayes nichées dans les boucles de la Seine et nous allons justement passer au large de l'abbaye Notre-Dame de Bonport, fondée en 1189 par Richard Cœur de Lion. La légende raconte qu'au cours d'une partie de chasse, Richard, roi d'Angleterre et duc de Normandie, faillit malencontreusement se noyer en poursuivant un cerf qui avait décidé de traverser la Seine. Voyant sa vie en danger, il aurait fait le vœu à Dieu de fonder une abbaye à l'endroit où son cheval reprendrait pied sur la terre ferme, c'est-à-dire s'il arrivait à Bonport, d'où le nom de l'abbaye. Nous passons aussi à proximité de Vernon, où se trouve l'entreprise Ariane Group, qui conçoit et produit les gros moteurs fusées à ergol liquide pour lanceurs de satellites, dont les plus connus sont les célèbres fusées Ariane. Et nous passons tout près de Giverny, où se trouve la maison et les magnifiques jardins de Claude Monet.
Changement de région, nous voici en Île-de-France avec, au passage, Mantes-la-Jolie, place forte stratégique à l'époque médiévale, sur la frontière de l'Île-de-France face à la Normandie, avec notamment sa collégiale Notre-Dame du XVIe siècle. Puis, nous passons à travers le domaine national de Marly-le-Roi et sa célèbre forêt, terrain de chasse favori de Louis XIV, qui y avait fait construire par Mansart son château de Marly, plus intime que Versailles, mais malheureusement détruit pendant le Premier Empire. Et bien sûr, Versailles et son château, voulu par Louis XIV afin de glorifier la monarchie française. Ce palais et son parc ont exercé une grande influence en Europe au XVIIIe et XIXe siècle dans le domaine de l'architecture et des arts décoratifs. Il a aussi été le lieu où ont été signés le traité de Paris de 1783 qui termina la guerre d'indépendance américaine et le traité de Versailles signé à l'issue de la Première Guerre mondiale dans la célèbre Galerie des Glaces. Comme d'habitude, ça bloque un peu aux abords de Paris. Nous ne verrons presque rien de la capitale puisque nous empruntons le boulevard périphérique de Paris qu'on appelle plus souvent le périphérique et même le périph', une voie circulaire d'environ 35 km qui fait le tour de la ville de Paris. Mais attention dans cette zone à ne pas dépasser 70 km/h car les radars y pullulent. Quelques mots quand même pour parler des incontournables à voir à Paris. Le Louvre, bien sûr, ancien palais royal, qui est le musée d'art le plus visité au monde, où sont exposées des œuvres de presque toutes les civilisations du monde, dont bien sûr la Joconde, la Vénus de Milo et la Victoire de Samothrace. Notre-Dame de Paris, sur l'île de la Cité, qui est le cœur symbolique de Paris, débutée en 1163 et achevée en 1345, elle avait déjà été gravement endommagée pendant la Révolution et restaurée par l'architecte Viollet-le-Duc au XIXe siècle. Alors Notre-Dame n'est pas la plus ancienne ou la plus grande cathédrale de France, la plus grande étant celle d'Amiens, mais elle est très belle et harmonieuse. Mutilée par le terrible incendie survenu le 15 avril 2019, elle est aujourd'hui en reconstruction et malheureusement, on ne peut toujours pas la visiter. La Tour Eiffel, initialement construite par Gustave Eiffel pour l'exposition universelle de 1889 et saluait également le centenaire de la Révolution française, elle devait être détruite après l'exposition universelle. Heureusement, cela n'a pas été le cas. Depuis, la Tour Eiffel est le monument le plus visité au monde et la vue sur Paris depuis le 2e ou le 3e étage, ou les deux, est magnifique. Et il faut la voir scintiller 5 minutes par heure de la tombée de la nuit à 1h du matin. La basilique du Sacré-Cœur, perchée au sommet de la butte Montmartre, point culminant de Paris, a également une superbe vue sur la ville. Mais Montmartre, c'est aussi la place du Tertre, ses caricaturistes et ses célèbres bistrots. Et de la douzaine de moulins de la butte, il en subsiste 2, dont le moulin de la Galette. Il y a aussi un autre moulin célèbre, le Moulin Rouge, temple du French Cancan. L'Arc de Triomphe, sur la place Charles de Gaulle, anciennement place de l'Étoile, et sa vue imprenable sur les Champs-Élysées abrite surtout la tombe du soldat inconnu. Mais si vous avez le courage de monter les 330 marches de l'escalier qui mènent jusqu'à la terrasse, je vous rassure, il y a un ascenseur, eh bien vous aurez l'occasion, bien entendu, de voir les Champs-Élysées, mais aussi de voir la manière particulière de conduire des Parisiens. La place de la Concorde, à l'autre bout des Champs-Élysées, est la plus grande place de Paris, donc au pied des fameux Champs-Élysées, avec à son centre l'obélisque de Luxor, une des 2 obélisques offertes à la France en 1831 par le vice-roi d'Égypte,
Méhémet Ali, et qui ornait l'entrée du temple de Luxor. La place de la Concorde est bordée de luxueux hôtels et également par deux fontaines, la fontaine des mers et la fontaine des fleuves. Le musée d'Orsay, quant à lui, est situé à l'endroit d'une des plus belles gares de Paris, avec la plus grande collection de chefs-d'œuvre impressionnistes et post-impressionnistes au monde. Cézanne, Monet, Renoir, Manet, Van Gogh, Degas, Gauguin et beaucoup d'autres y sont exposés. Les jardins du Luxembourg sont bordés par Saint-Germain-des-Prés et le quartier latin. Les enfants peuvent y faire des courses de petits voiliers dans le bassin derrière le Sénat, duquel dépendent les jardins du Luxembourg, ou assister à un spectacle de marionnettes, ou encore emprunter le plus vieux manège de la ville. Et les grands, et les Parisiens, aiment particulièrement s'y prélasser au soleil, quand il y en a, y jouer à la pétanque ou se balader dans le parc, le verger et le rucher, où l'apiculture est enseignée et le miel vendu à l'automne. Et oui, vous pouvez acheter du miel de Paris, qui, paraît-il, est très bon et très pur. Le Panthéon de Paris, au cœur du quartier latin, a pour vocation, depuis la Révolution française, d'honorer les grands personnages ayant marqué l'histoire de France, tels que Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Victor Hugo, Louis Braille, Émile Zola, Jean Jaurès, Jean Moulin, Jean Monnet, Pierre et Marie Curie, Alexandre Dumas, Simone Veil et récemment Joséphine Baker. L'Opéra Garnier, ou Palais Garnier, est une académie de musique, de chorégraphie et de poésie lyrique. L'opéra offre, outre sa façade très représentative du style Second Empire, son magnifique grand escalier et surtout sa majestueuse salle de spectacle avec au plafond la fameuse toile de 220 mètres carrés peinte par Chagall qui l'a par ailleurs offert à la France. Enfin, l'hôtel des Invalides, dont la construction a été ordonnée par Louis XIV et qui avait pour but de soigner les invalides de guerre. Il est donc à l'origine un hôpital militaire et il est encore en activité aujourd'hui avec un centre d'accueil de jour en particulier. Il abrite aussi la cathédrale Saint-Louis des Invalides, plusieurs musées, dont le musée de l'armée, et une nécropole militaire avec les tombeaux de plusieurs hommes de guerre comme Turenne, Vauban ou encore Rouget de Lille, auteur de la Marseillaise, mais surtout le tombeau de Napoléon Ier. Il y a bien sûr beaucoup d'autres endroits que je ne pourrais citer dans cette vidéo. Nous, au passage, nous ne verrons de Paris que la tour Eiffel, et de loin, puis la tour TF1, grande chaîne de télévision française, et le parc des expositions de la Porte de Versailles, appelé aussi Parc Expo, Porte de Versailles. C'est plus de 216 000 mètres carrés d'espace d'exposition et chaque année s'y tiennent différents congrès, différents salons, mais en particulier s'y tient fin février le salon de l'agriculture qui a lieu cette année du 26 février au 6 mars. Ça y est, nous sommes sortis de Paris, mais ça coince encore un peu sur la portion vers Orly. Orly, c'est peut-être un nom que vous avez déjà entendu aussi, puisque c'est un aéroport international, un des 3 aéroports de Paris, avec Roissy-Charles de Gaulle et Beauvais-Tillé, et c'est le 2e plus grand de France après Roissy-Charles de Gaulle. Non loin se trouvent les halles de Rungis, marché d'intérêt national et le plus grand marché de produits frais au monde. C'est un marché international qui alimente tous les professionnels de l'alimentation de la région en fruits et légumes, en produits carnés, c'est-à-dire en viande et en volaille, en produits de la mer et en produits laitiers, c'est-à-dire beaucoup de fromage. La France est le pays du fromage. Et des produits de gastronomie, le plus souvent des produits de luxe, et ce sont ceux-là qui sont beaucoup exportés. Il fournit également les fleuristes et les jardineries en fleurs coupées, plantes
en pot et d'accessoires de décoration et d'emballage. Méringis livre partout dans le monde, donc surtout certains produits de luxe qui sont très très recherchés. Ouf, le secteur difficile est passé et maintenant nous sommes sur l'autoroute A6, direction Auxerre puis Lyon. Nous sommes toujours en Île-de-France puisque nous passons dans le secteur de Fontainebleau, dont le château fut construit sur ordre de François Ier, à la Renaissance donc, et est resté résidence royale jusqu'à la Révolution. C'est Napoléon Ier qui va lui redonner vie en s'y installant et en le rénovant. La forêt de Fontainebleau est également célèbre dans le monde entier pour avoir d'une part inspiré les artistes du XIXe siècle, qu'ils soient peintres, photographes, écrivains ou poètes. Mais la forêt de Fontainebleau est aussi un lieu internationalement connu pour l'escalade de blocs, dont l'aventure a débuté au début du XXe siècle. D'abord avec des alpinistes venus s'entraîner pour grimper les sommets enneigés par la suite, comme Pierre Alain, grand alpiniste et grimpeur de blocs, qui a inventé les chaussons d'escalade en 1935, ou encore Catherine Destivelle, première femme à gravir en hiver et en solitaire les 3 grandes faces nord des Alpes. Tout près de Fontainebleau, Barbizon est un des endroits mythiques de la peinture pré-impressionniste en France. Et enfin, Nemours, avec son château médiéval du XIIe siècle, est une des principales villes traversées par la nationale 7, une mythique route qui mène vers la Côte d'Azur. Et dans les années 60, c'était le passage obligé pour descendre dans le sud, et les vacanciers parisiens mettaient plus de 2 heures pour traverser la ville à cause des nombreux feux tricolores. Maintenant, la majorité des touristes qui descendent vers le sud-est de la France prend bien sûr l'autoroute. Nous entrons maintenant en Bourgogne, région célèbre pour son vin, mais pas seulement. Je devrais d'ailleurs dire région Bourgogne-Franche-Comté, puisqu'il y a quelques années, les régions de France ont été remaniées et ne représentent plus comme avant les anciennes provinces. Alors, Auxerre est le chef-lieu du département de l'Yonne, qui est un département bourguignon. Elle possède un patrimoine historique médiéval et de la Renaissance avec pas moins de 35 monuments historiques inscrits ou classés. Les vignobles AOC, c'est-à-dire appellation d'origine contrôlée, donc de Chablis, sont à quelques kilomètres de la ville, qui est aussi connue pour son club de football, l'association de la jeunesse auxerroise, la fameuse AGIA, et son ancien entraîneur, Guy Roux. Alors, après une petite pause déjeuner, c'est reparti. Nous passons à proximité de Vézelay, renommée en raison de la basilique Sainte-Marie-Madeleine et de la colline classée au patrimoine mondial de l'humanité. Elle est le point de départ de l'une des principales voies de pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, la Via Lemovicensis. Le canal de Bourgogne, que nous allons longer pendant un petit moment, relie le bassin de la Seine au bassin du Rhône. Ce canal, de 242 km et qui comporte 189 écluses, ainsi qu'un long tunnel appuyé en auxois, a été inauguré en 1832. Aujourd'hui, il n'est plus utilisé pour le trafic des marchandises. Il est devenu le domaine presque exclusif de la navigation de plaisance, donc de tourisme fluvial. Beaune est considérée comme la capitale des vins de Bourgogne. Elle possède un riche patrimoine historique et architectural avec de nombreuses maisons de négoce et surtout les célèbres hospices de Beaune, fondés en 1443 par Nicolas Rolin, chancelier du duc de Bourgogne, avec son épouse.
et il y crée en outre en 1452 un nouvel ordre religieux, les Sœurs hospitalières de Beaune, dont la règle associe vie monastique et soins aux pauvres et aux malades. Les hospices de Beaune sont en effet un hôtel-dieu, un des plus célèbres du monde, tant par leur architecture traditionnelle bourguignonne avec leurs toits de tuiles vernissées, que par leur prestigieux domaine viticole, dont la production est historiquement vendue aux enchères chaque année pour financer son fonctionnement sous le nom de vente des hospices de Beaune. Et je vous assure que ça ramène beaucoup d'argent aux hospices. Actif jusque dans les années 1960, cet ancien hôtel-dieu est aujourd'hui un musée d'histoire de la médecine. Chalon-sur-Saône, ancienne capitale du royaume des Burgondes, est aussi la ville natale de Nicéphore Niepce, l'inventeur de la photographie. L'abbaye de Cluny est une abbaye bénédictine fondée vers 910 et fut un foyer de réforme de la règle bénédictine et un centre intellectuel de premier plan au Moyen Âge. Il ne subsiste aujourd'hui qu'une partie des bâtiments qui abrite depuis la fin du XIXe siècle l'un des 8 centres de l'école des arts et métiers, grande école d'ingénieurs française. Tournu compte aussi un grand nombre de monuments historiques, dont l'abbaye Saint-Philibert de Tournu, ancien monastère bénédictin, et l'Hôtel-Dieu, un ancien hôpital, construit au XVIIe siècle, qui héberge un musée consacré au peintre français Jean-Baptiste Greuze, natif de la ville. Mâcon s'étend sur la rive occidentale de la Saône, entre la Bresse et les monts du Beaujolais. C'est la ville la plus méridionale de la région, ce qui lui donne, avec ses toits de tuiles romanes et ses façades colorées, un petit air de ville du Sud. Elle est entourée par les vignobles du Mâconnais. La Roche de Solutré est un site emblématique de Saône-et-Loire qui tire sa célébrité de plusieurs points d'intérêt. D'une part, c'est un phénomène géologique rare dans cette région et c'est un site préhistorique d'une culture paléolithique. Il s'agit en outre du berceau du Pouilly-Fuissé, vin blanc renommé. Elle fut médiatisée à partir des années 1980 par l'ascension rituelle du président François Mitterrand, accompagné par de nombreux amis. Nous avons de nouveau changé de région. Nous sommes maintenant en région Rhône-Alpes. Je devrais dire la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque les régions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ont été remaniées il y a quelques années. Villefranche-sur-Saône est la capitale du Beaujolais. Son centre-ville est condensé dans les anciens remparts du XIIe siècle qui sont en majeure partie démolis depuis le début du XIXe siècle. Lyon est l'ancienne capitale des Gaules du temps de l'Empire romain. D'ailleurs, l'archevêque de Lyon porte le titre de primat des Gaules. Lyon est devenue une ville très commerçante et une place financière de premier ordre à la Renaissance. Sa prospérité économique a été portée successivement par la soierie, puisque Lyon, en 1540, obtient le monopole de l'importation en France des soies grèges, c'est-à-dire des soies brutes, et qu'elle a beaucoup exporté dans toute l'Europe, à l'instar également de l'Italie, qui était une grande productrice de soie. Et le siècle d'or a surtout été le XIXe siècle, avec la relance de l'activité par Napoléon Ier et la mise au point du métier à tisser jacquard en 1801 qui a permis d'améliorer la productivité. Donc une prospérité économique portée par la soierie, mais aussi l'imprimerie, puis par les industries notamment textiles, chimiques et plus récemment l'industrie de l'image. C'est la 3e commune de France par sa population et surtout c'est la capitale de la gastronomie française avec ses bouchons, petits restaurants typiques de la vieille ville qui servent des plats traditionnels et connus pour leur ambiance conviviale. Et oui, désolé, ce n'est pas Paris, la capitale gastronomique, c'est Lyon.
Lyon est également célèbre pour ses traboules. Alors les traboules, ce sont des passages couverts réservés aux piétons qui permettent de circuler d'une rue à l'autre en passant sous les habitations, à travers des cours ou des escaliers. Mais ce qui attire beaucoup de monde, c'est sa fête des Lumières qui se tient chaque année pendant 4 jours autour du 8 décembre, jour de la fête de l'Immaculée Conception, protectrice de la ville depuis 1643, année où le sud de la France était touché par la peste. Et les échevins de Lyon, le prévôt des marchands et les notables, avaient alors fait le vœu de rendre hommage chaque année à la Vierge si l'épidémie de peste cessait. Et comme l'épidémie a cessé, le peuple tint sa promesse et rend hommage à la Vierge chaque année depuis. Nous contournons Lyon avec un petit passage devant le Groupama Stadium, le 3e plus grand stade de France en termes de capacité et qui accueille les matchs bien sûr de l'Olympique lyonnais, l'OL, club de football de Lyon, mais aussi bien sûr les matchs internationaux et d'autres compétitions que le football bien entendu. Nous sommes maintenant sur l'autoroute A43, direction Chambéry, et on commence à voir de loin les montagnes. Bien sûr, nous avons droit au traditionnel ralentissement avec les tunnels de Dulin et de l'Épine. Et une fois ces 2 tunnels passés, c'est la descente vers Chambéry. Alors, qu'y a-t-il d'intéressant dans la région de Chambéry? Eh bien, le lac d'Aiguebelette est le principal lac de l'avant-pays savoyard, à environ 10 km de Chambéry. C'est à ce titre le 7e lac naturel français. Au premier regard, il se caractérise par sa couleur souvent verte, alors que dans la même région, le lac d'Annecy est plus bleu et le lac du Bourget plus souvent gris acier. Le lac d'Aiguebelette est un lac privé qui appartient d'une part à la famille de Rivérieux de Chambost de l'Épin et à Électricité de France. Et afin de préserver la qualité de ses eaux et de son environnement, les bateaux à moteur sont interdits sur le lac depuis 1967. Et il est en outre, depuis 2015, la première réserve naturelle régionale d'eau douce en France. Le lac du Bourget, que je viens d'évoquer, est le plus grand lac naturel d'origine glaciaire entièrement situé en France. Le plus grand étant bien entendu le Léman, mais nous le partageons avec la Suisse. Artistiquement, le lac est particulièrement lié à la présence du poète Alphonse de Lamartine, qui y écrivit des poèmes dont Le lac, dédié à la femme qu'il aimait, Julie Charles, lors de son séjour en octobre 1816. Il compte de nombreux sites touristiques, le plus célèbre étant l'abbaye royale d'Hautecombe, où reposent de nombreux souverains de la maison de Savoie et donc de la maison royale d'Italie. Chambéry est surnommée la cité des ducs, car acquise par la maison de Savoie en 1232 et capitale politique des comtes de Savoie en 1295, puis du duché de Savoie de 1416 jusqu'à son transfert à Turin en 1562. Le château des ducs de Savoie à Chambéry est un ancien château fort et sa chapelle a abrité le Saint-Suaire jusqu'en 1598 avant son transfert à Turin. De 1792 à 1815 et depuis 1860, la ville est devenue française comme toute la Savoie. La fontaine des éléphants, historiquement appelée la colonne de Boigne et aujourd'hui plus simplement appelée les éléphants, ou surnommée les 400 culs, parce qu'en fait on ne voit que les 4 têtes des éléphants, on ne voit que l'avant des éléphants, comme on peut le voir sur la photo. Et cette fontaine est aujourd'hui le plus célèbre monument de la ville. Sur les hauteurs de Chambéry se trouvent aussi les Charmettes, où séjourna Jean-Jacques Rousseau de 1736 à 1742 chez Madame de Warens. C'est la vie dans cet endroit paisible
qui lui a inspiré une grande partie donc des confessions et les dernières lignes des rêveries du promeneur solitaire. Cette propriété est devenue aujourd'hui un musée. Alors, c'est à une dizaine de kilomètres au sud de Chambéry, à hauteur de Montmélian, que nous allons laisser une grande partie des touristes qui vont vers les stations de la vallée de la Tarentaise, comme Val Thorens, Courchevel, Les Arcs, La Plagne, Tignes, Val d'Isère, etc. Je ne peux toutes les citer. Et d'ailleurs, c'est à peu près à cet endroit que, avant les Jeux olympiques d'hiver d'Albertville, s'arrêtait l'autoroute. Alors nous continuons vers la vallée de la Maurienne, direction Turin-Milan. Mais bien sûr, on s'arrête avant. Dommage, je serais bien allé faire un petit tour en Italie. Alors ça y est, après quelques kilomètres, on sort de l'autoroute. Plus que 12 kilomètres, dont 8 kilomètres de route enlacée. C'est la route vers le col de la Madeleine, bien connu des cyclistes du Tour de France et des cyclistes amateurs. Mais ce col est une piste de ski durant l'hiver. Et sur l'autre versant, de l'autre côté du col, eh bien, c'est la vallée de la Tarentaise et Valmorel, station reliée à Saint-François. Alors nous passons les petits hameaux de Saint-François, comme les Palus, le Planet, les Covatières, le Mollard. Et ça y est, on arrive à Saint-François 1450. Encore quelques virages et on arrive à Saint-François 1650. Enfin, juste en dessous. Ouf, enfin arrivé. Eh bien, j'espère que les enfants ont préparé l'apéro. Mais avant, il faut monter les bagages. Alors demain, c'est promis, je vous fais faire le tour de la station, l'occasion d'apprendre du vocabulaire en lien avec la montagne et le ski. Alors à plus!